Ça se passait vendredi 11 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche. Les traducteurs Françoise Morvan et André Markovitch étaient venus y présenter Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov qu'ils ont traduit et publié par les éditions Inculte. Bonne écoute. Since you've been gone, I guess I'll drown in my... Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Françoise, merci André. C'est donc la 3e fois qu'on programme cette rencontre. Une première fois qui devait avoir lieu quand, à la sortie du Maître et Marguerite en fin d'année dernière. C'était mi-décembre. Bon, vous vous êtes retrouvés qu'à contact. Voilà, c'était pas possible. La rencontre a été reprogrammée au moment du festival Histoire à venir au mois de mars. On vous a pas contacté du coup? Il y a eu une tentative qu'on a fait par Zoom, mais bon, on va essayer de l'oublier. C'était une répétition, mais voilà, là ce soir, rien, même, on disait tout à l'heure, même l'électricité, si elle se coupe, ça ne nous empêchera pas de parler. Donc voilà, moi je suis vraiment, je pense que vous vous associez à moi, on est vraiment ravis de vous avoir pour discuter ce soir. Alors, il y aura une autre rencontre demain matin autour de la poésie russe et de la poésie des poèmes de Françoise, et autour de cette petite maison d'édition qu'ils animent tous les deux, qui s'appelle Mesure. Alors les livres, pour l'instant, tous les livres des éditions Mesure sont dans le grand magasin, mais ils seront présentés ici demain matin, qui publie que dans les marges, en fait. C'est un choix de publier pour les traductions dans les marges, ce que peut-être les gros éditeurs ne veulent pas accepter de prendre. En fait, je ne sais pas, mais on publie ce qui nous... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on publie, Françoise? Ce à quoi on tient absolument. Ouais. Oui. Ce à quoi on tient absolument. Bon, alors ce soir, c'est Bulgakov, ce à quoi vous tenez aussi quand même beaucoup. Absolument. Ouais. On va commencer par dire pourquoi cette traduction, pourquoi elle vous tenait tant à cœur, André, et comment vous, Françoise, êtes arrivée aussi dans ce projet-là. Qu'est-ce que ça représente au départ, Le Maître et Marguerite? Alors, le seul livre russe que mon père ait lu, mon père parlait un russe, ma mère est russe, mon père était français, juif, polonais comme tout le monde. Et le seul livre russe qu'il ait lu, c'était Le Maître et Marguerite. Et voilà. C'était le livre. Et pendant très longtemps, j'ai voulu traduire Le Maître et Marguerite. Parce que ça faisait... D'abord parce que c'était le livre, et d'autre part parce que, en fait, dès le début de mon travail chez Actes Sud, j'avais expliqué à Hubert Nissen que je ne voulais pas traduire un livre, puis un autre, je voulais traduire une centaine de livres. Pouchkine, Gogol, Dostoïevski, une suite, une ligne. Et Bulgakov les droits étaient pas disponibles. Et je restais avec ça. Et puis, pas chez Actes Sud, mais quand même chez Actes Sud, chez Inculte. J'ai commencé à travailler aux éditions Inculte quand Inculte était indépendant d'Actes Sud. Et j'ai continué à travailler chez Inculte quand Inculte est devenu Actes Sud. En disant que voilà, oui, je voudrais beaucoup traduire Le Maître et Marguerite, mais il n'y a pas les droits. Jérôme Der m'a dit comment il n'y a pas les droits? Il y a les droits. Et là, je me suis mis à traduire. Il faut dire aussi, chose absolument essentielle, que pour les parents d'André, et principalement pour sa maman, la parution du Maître et Marguerite, ça a été comme si toute la dictature soviétique se fendillait. Soudain, c'était beaucoup plus qu'un livre,
C'était une brèche qui s'ouvrait dans une dictature dont la maman d'André avait été la première, enfin pas la première, mais en tout cas, non, oui, en tout cas la première, puisqu'elle est née au Goulag. Elle est née en Sibérie où la grand-mère d'André avait été déportée avec sa sœur. Et donc après, ils ont été libérés, elles sont revenues à Leningrad à l'époque. Et donc la maman d'André a vécu tout ce qu'il est possible de vivre. Et là, il y avait soudain ce livre qui était, avec bien sûr le livre de Solzhenitsyn, il y avait la perspective d'une ouverture. Et c'était la littérature qui opérait cette espèce d'énorme changement. Donc pour André, c'était plus qu'un livre, et pour sa maman aussi, d'où le fait que son père est quand même tenu à lire ce livre en russe. Et lors des obsèques de son père, c'est le Maître et Marguerite qui a été, un extrait du Maître et Marguerite qui a été lu. Et donc André voulait absolument que son travail de traducteur, qui commençait avec Pouchkine, si l'on veut, enfin, le rêve de traduire Pouchkine, d'y arriver, puis finalement il est arrivé à traduire Eugène Onegin. Et là, il y avait ce désir d'arriver à faire toute la lignée avec comme aboutissement le Maître et Marguerite. Et donc, il était, d'une part, c'était un hommage à ses parents, et puis à toute cette génération. Et d'autre part, c'était aussi pour sa maman qui est âgée et qui était malade. C'était une manière de la maintenir en vie parce que elle était professeure de russe, elle était professeure de grammaire russe à l'université de Caen. Et elle relit tout le russe, toutes les traductions d'André. Elle relit pour le russe et moi je relis pour le français. Et donc c'était une manière de lui donner chapitre après chapitre la certitude qu'elle travaillait, elle était utile, qu'elle était... Elle était associée à ce travail qui, pour elle, était aussi quelque chose de tout à fait vital. Alors, ce petit détour pour dire que André a traduit pendant à peu près 6 mois et il est arrivé à 2 reprises que lancé dans une traduction, il n'y arrive plus. Il y a eu un moment pour Pasternak, pour Gallimard, où il a dit « j'arrête parce que je ne peux pas ». Et pour Les âmes mortes de Gogol, qui est un auteur extrêmement important pour Bulgakov, à un moment, et c'était pourtant une traduction qui avait été demandée par d'une part un ami, d'autre part un metteur en scène très intéressant, Anton Kuznetsov, et donc la traduction devait être faite pour être jouée, et la traduction n'avançait pas, elle patinait. Parce que, en quelque sorte, il y avait comme si il y avait un démon à l'intérieur de cette traduction. Comme si le diable venait ronger et empêchait qu'il puisse avancer. Donc, il a laissé tomber André. Et pour le Maître et Marguerite, c'était un peu le même cas, puisque la traduction se faisait, mais elle patinait. Enfin, la sœur d'André, qui est interprète de conférence, donc, et qui a le russe aussi pour langue maternelle, je disais, il n'y est pas. C'était très mystérieux. Et donc, soit on arrêtait, soit il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver la clé, la solution. Alors là, l'éditeur a été formidable parce qu'il a dit, écoute, si tu n'y arrives pas, on ne va pas te mettre la pression, tu ne vas pas le faire cette année, tu vas le faire l'année prochaine. Et donc, pour prendre du temps, pour libérer l'angoisse, enfin, avancer. Et donc, au bout d'un an, il a recommencé après une pause, en ayant l'impression que ça allait mieux, et par le fait, j'ai pensé que non.
Et sa maman aussi. Alors là, ça c'est beaucoup plus important. Là, j'étais prêt à me pendre, mais Françoise, du coup, a repris tout et a Voilà. commencé à poser des questions sur chaque phrase, sur chaque mot, et a proposé pour chaque phrase 5, 6 solutions différentes. Et comme ça, on a pu avancer. Et c'est comme ça que d'ailleurs on a traduit Tchekhov, Françoise et moi ensemble. Avec quand même une grande nuance, c'est C'est pour que ça que je suis toujours très en colère quand on me parle de mes traductions de Tchekhov, parce que c'est pas les miennes. en général, je n'existe pas. Et Mais bon, mais- dans le Nouvel Obs titrait Le Maître et Markovitch. Mais bon, comme ça fait un quart de siècle que ça dure, ça ne me dérange pas du tout. Cela étant, il faut Tchekhov, j'avais le rêve de traduire un jour La Cerisay, par exemple. C'était un rêve pour moi absolument inaccessible, et un jour un metteur en scène nous l'a demandé à tous les deux. Donc voilà. Mais Le Maître et Marguerite, pour moi, c'était un livre que j'avais lu à l'adolescence et que j'avais trouvé très très ennuyeux. Alors donc, je me suis lancée dans cette entreprise dans un esprit christique, ne reculant devant aucun sacrifice pour aider la maman d'André à se sentir satisfaite. Ce qui est le point essentiel, de toute façon. Mais si on prolonge ça, parce qu'il me semble avoir lu, alors je ne sais plus, parce que j'ai consulté, alors il y a aussi le compte Facebook d'André qui est très alimenté tous les jours, mais il y a votre site internet aussi, Françoise, où on trouve beaucoup de choses, et je crois que c'est à propos d'une traduction, et c'est peut-être Tchekhov, où vous parlez à un moment où... c'est pas qu'André bloque sur quelque chose, mais il propose une traduction, et vous dites oui, mais là... c'est un paysan qui parle, donc il faut que tu utilises tel mot. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ça s'articule comme ça aussi, l'exercice de traduction. C'est dans la complémentarité la plus complète. C'est-à-dire qu'on commence, comment dire, si j'ai une qualité en tant que traducteur, c'est que je tape vite à la machine. Oh, ça, c'est les traductions de Tchekhov, mais Bulgakov, on ne l'a pas du tout traduit comme ça. Mais quand même, si, c'est-à-dire, la première chose, je donne une espèce de mot à mot. Françoise le met en français, et après on regarde quelle est la différence entre le français et le russe, et on élabore un texte. Sur Bulgakov, c'était beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y avait tellement de problèmes, et tellement de problèmes différents. Bah, c'était déjà traduit, en fait. Hein. Ouais. J'ai commencé d'intervenir... il y avait eu un moment où la traduction, parce que j'ai relu quand même tout Dostoïevski, toutes les traductions aussi, donc je savais très bien comment ça se passait à 48 volumes, je commence à connaître l'oiseau. Et je ne sais pas lequel c'est l'oiseau. Hein. C'est Dostoïevski, bien sûr. Donc, Allez savoir. Les 100 premières pages, c'est très 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 mauvais. Pas Dostoïevski. Pour Dostoïevski, non, enfin la traduction, je sais très bien que ça patauge, ça tâtonne, etc. Et puis soudain, ça y est, c'est lancé. Parce que Dostoïevski, c'est un auteur, c'est que sur le chic, c'est que sur la vitalité, sur l'élan, sur l'emportement. Donc à partir du moment où il a senti le moment, l'élan, donc c'est lancé. Et puis après, il refait le début. Donc ça, c'est pas... Voilà. Mais à un moment, après la première interruption, il avait refait le début et c'était devenu très bien. Donc les premiers chapitres. Et puis ensuite, c'était retombé complètement. Donc là, il fallait que j'interroge. Que c'est à partir de ce moment-là que c'était intéressant. C'est absolument différent de ce qu'on a fait pour Tchekhov. Je dirais même que c'est à l'opposé. Moi, c'était reconstituer le parcours intérieur des personnages, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est traduit comme ça, sachant qu'on a quand même une pratique... qui est opposée à celle des autres traducteurs, si l'on veut, c'est qu'on ne corrige pas l'auteur. Donc, dans Bulgakov, il y a beaucoup de répétitions. Donc là, j'interrogeais pourquoi est-ce qu'il va reprendre encore la même... Ben oui, c'est bien ça en russe, donc voilà. C'est un peu un travail de ciselure, si l'on veut. On essaie toujours de faire attention à ce qui est bizarre.
En fait, je pense que l'essentiel de notre travail, en tout cas, notre travail commence par ça. Remarquer là où ça cloche. Et ne pas essayer de comprendre pourquoi ça cloche. Essayer de laisser le truc tel quel. Par exemple, l'histoire des répétitions, c'était fondamental. Il y a de fait des répétitions dans le texte de Bulgakov qui sont de l'ordre de l'obsession. Par exemple, les répétitions du nom de Marguerite. Réellement, on aurait eu tendance à mettre un L au lieu de Marguerite. Ça ne nous aurait pas dérangé. Mais non. Non. Je ne sais pas exactement pourquoi il répète 50 fois sur une page le nom, et pas 48, mais autant de fois c'est répété en russe, autant c'est dans notre traduction. C'est-à-dire, en quelque sorte, on n'essaie pas d'être plus intelligent que l'auteur. D'autre part, à partir d'un certain moment, il y a un certain nombre de répétitions qui sont là de l'ordre de la structure. C'est-à-dire que c'est ce que Françoise appelle pour Tchekhov les motifs. C'est des mots ou des expressions qui sont répétées dans toutes sortes de situations ou par toute une série de personnages, et pas comme tic d'un ou tel ou tel personnage, comme tic de langage ou je ne sais pas quoi. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a vu qu'une des répétitions les plus fondamentales, c'est le jeu autour du repos. Et le repos. Dans Bulgakov. Dans Bulgakov. Et le thème du repos est un thème qui traverse toute la littérature russe. Pensez à Oncle Vania, nous nous reposerons. Voilà. Et là, on a commencé à sentir quelque chose de vivant. Alors, on peut peut-être faire justement un petit écart avec pour intégrer Bulgakov dans le grand espace de la littérature russe. Parce que là aussi, donc, vous disiez tout à l'heure que c'est un parcours, enfin, votre parcours de traducteur, hein, peut-être s'achève dans l'histoire de la littérature russe avec Bulgakov. Vous n'irez pas plus loin dans la chronologie des romans. Des romans, oui. Mais en tout cas, ça prend naissance avec Pouchkine. Hein, alors, il y a d'une partie... On va évoquer ça, le fait que Bulgakov reconfigure l'histoire de la littérature russe du XXe siècle, mais Bulgakov, Le Maître et Marguerite, est une réponse directe à Pouchkine, est un écho en tout cas à Pouchkine et à Gogol. C'est-à-dire que, en fait, on a parlé de Bulgakov comme d'un palimpseste de toute la littérature russe, enfin de ce roman-là, comme d'un palimpseste de toute la littérature russe. On ne comprend pas Le Maître et Marguerite si on ne voit pas les allusions à Pouchkine, justement dans le repos. Pouchkine, à la fin de sa vie, disait «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Partons, amis, partons, que le repos nous vienne». Et en fait, c'est un tout petit poème de 8 vers que Bulgakov a traduit en 600 pages de roman. Et pour la littérature russe, la présence de Pouchkine est absolument vitale, fondamentale. Et voilà. C'est le poème que vous avez traduit 2 fois, c'est ça? Oui, hein oui. Vous voulez que j'aille le chercher? Ça serait bien, oui. Oui, parce que... Meubler un petit peu, je vais... Пора, мой друг... Non, mais en russe, c'est «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная виднеется мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и нежных... Нет, и... Ой, что-то высших нек, что-то такое. J'ai oublié un mot, excusez-moi. Non, plutôt
notre traduction, là, est-ce que quelqu'un peut nous prêter la traduction, le livre? Parce que du coup, j'ai refait cette traduction. Oui, c'est une traduction qu'il a refaite deux fois. Alors, si vous n'êtes pas habitué du compte Facebook d'André, il raconte ça très, très souvent. Voilà. Bon, je vais dire après. Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Les jours fugaces fuient, et tous les jours nous prennent un peu de notre cœur. Nous prévoyons encore de vivre, et quoi? Demain, qui sait, nous serons morts. Qui parle d'être heureux? Non, en repos et libre. Depuis longtemps, longtemps, ce rêve brûle et vibre. Esclave exténué, j'ai projeté de fuir au pays des travaux et des nobles plaisirs. Et c'est tout. 1834. Alors, en fait, le thème essentiel, c'est ce qu'André a bien mis en lumière en traduisant les poètes autour, en faisant le roman de la génération de Pouchkine, donc l'affrontement du poète et du pouvoir. En fait, Le Soleil d'Alexandre, c'est la manière dont la littérature s'oppose précisément au pouvoir tsariste totalitaire. Et évidemment, cette lutte est celle de Bulgakov. Je veux dire, ça n'a même été que ça. Sa vie, c'est l'affrontement avec Staline. Il a écrit une magnifique lettre à Staline en disant, en 1929, il a dit « Je suis un loup dans la littérature et je n'ai aucune possibilité d'exister en tant qu'écrivain. » Voilà, il a été persécuté tout au long de sa vie, puis il ne pouvait pas publier et ses pièces étaient sans arrêt interdites. Donc le Maître et Marguerite, c'est ça qu'il y a derrière. C'est la protestation. C'est le fait de je ne serai jamais publié, mais j'écrirai quand même. Voilà, de même autour de Pouchkine, on est en prison, on est... Sujet à la censure immédiate, puisque le tsar quand même relisait personnellement tout ce que produisait voilà, bien tout ce sûr. qu'écrivait Pouchkine. Et on va quand même... voilà, c'est ce grand quand même qui est derrière. Donc, il y a aussi Mandelstam qui est derrière. Le Maître et Marguerite s'est tramé sur le destin d'Ossip Mandelstam qui a été donc assassiné, envoyé en exil et assassiné. Le personnage du maître apparaît dans Le Maître et Marguerite en 1934 quand Mandelstam est envoyé au goulag. Et la femme de Bulgakov l'accompagne à la gare, les accompagne à la gare. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien la lutte du maître et du massolite, du pouvoir, de tout ce que Bulgakov a affronté, comme Pouchkine avait affronté, et toute la lignée des écrivains. C'est ce qui fait que... Moi, je n'avais pas compris ça quand j'avais lu la première fois Le Maître et Marguerite, mais en traduisant, on sait que c'est une œuvre immense et qu'il y a cette protestation qui est grandiose et qui assure toute la lignée, justement. Et cette espèce d'aspiration au repos et à la lumière à travers cette horreur d'un siècle qui... comment dire, qui nie à l'homme toute humanité. Et réellement, plus on relit Le Maître et Marguerite, et quand on traduisait, moi j'avais vraiment cette impression de voir constamment Ossip Mandelstam. Vous voyez, et quand Bulgakov dit « mais on me considère comme un loup », mais vous vous souvenez, enfin je ne sais pas si vous... Qui n'a jamais entendu parler de Ossip Mandelstam parmi les gens qui sont ici? Donc, c'est un poète, c'est sans doute le plus grand poète russe du XXe siècle.
Voilà. Et il a écrit un poème en 1931 qu'il appelait Le loup. Не на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Le siècle, le chien loup se jette sur mes épaules. Но не волк я по крови своей, mais je ne suis pas un loup dans mon sang. Et il appelait ce poème Le loup, justement. Et à ce moment-là, Mandelstam et Bulgakov se voyaient tous les jours parce qu'il se trouve qu'ils étaient voisins. Ils vivaient, pas sur le même palier, mais dans le même immeuble. Et vous connaissez l'histoire du coup de téléphone de Staline à Pasternak à propos de Mandelstam? Mandelstam avait écrit un poème sarcastique contre Staline. Une ode de Staline. Ouais. Ouais. Où Donc, il y a juste un vers où il dit Staline, un homme avec des doigts crochus. Il dit мы живем под собой ничего страны, que nous vivons sans sentir le pays sous nos pas. Et il parle de l'apparence physique de Staline avec ses gros doigts. Ah oui, boudiné, Oui, c'est pas ça. crochu. Ouais, ouais, ouais. Des doigts boudinés. Ouais, comme boudinés. des vers. Voilà. Et bon, Oui, bref, c'est ça, comme des vers. voilà. Et Мандельштам a lu enfin, lu. En russe, on dit a lu. Тут кто-нибудь говорит по-русски? Вот. En russe, quand on dit lu, quand je dis a lu ce poème, on ne le lit pas, on le dit. En russe, c'est le même mot. Hein? Et donc, il a dit ce poème à 10 personnes, et sur les 10, il y en a un ou une qui l'a dénoncé. Et donc, il s'est retrouvé au GPU, à l'époque, c'était le NKVD. Et bon, et donc là, il était... Voilà. Et Boukharine est allé voir Staline pour dire que quand même, c'était quand même Mandelstam, c'était comme le plus grand poète russe vivant. Et Staline, qui était un homme inculte, avait une espèce de vénération pour l'autorité. Et il ne connaissait pas Mandelstam. Et il a voulu se renseigner. Et en pleine nuit, il a téléphoné à Boris Pasternak. En pleine nuit. Et il a demandé à Boris Pasternak en pleine nuit, à un master, c'est un maître. Et Pasternak a dit oui, bien sûr, mais c'est pas ça le sujet. Et в чем дело? Il s'agit de quoi? Bon, bref. Et cette idée, le maître, qu'est-ce que c'est un maître? Et c'est après cette conversation que Pasternak a raconté à Anna Akhmatova, que Anna Akhmatova a raconté à Bulgakov, qu'est paru le personnage du maître. C'est à partir de ça. Bulgakov avait commencé à écrire Le Maître et Marguerite, un roman sur le diable en 1928, et il n'arrivait pas à l'écrire. Et c'est à partir du moment où il a entendu ça qu'il a commencé, qu'est apparu le personnage du maître dans Le Maître et Marguerite. Oui. Ben, je précise que Mandelstam, c'est un personnage, d'abord c'est le plus grand poète russe, c'est certain, enfin interdit bien sûr de son vivant, émergé très difficilement au fil des années, et qui a été envoyé en relégation, donc dans une misère absolue, puisqu'il est mort de misère, et qui a continué d'écrire. Il y a un poème magnifique où il Еще не умер я. Ouais. Еще не умер ты. Еще не умер ты. Еще ты не один. Покуда с нищенкой подругой ты наслаждаешься величием равнин, и мглой, и холодом, и вьюгой. В роскошной бедности, в могучей нищете живи спокоен и утешен. Благословенны дни и ночи те, и сладкогласный труд безгрешен. Несчастен тот, кого как тень его пугает лай и ветер косят. И беден тот,
Кто сам полуживой, у тени милостыни просит. Je le dis et je me rends compte que c'est en fait un portrait du maître. Oui. Et j'avais pas... Еще не умер ты, tu n'es pas encore mort. Еще ты не один, tu n'es pas encore seul. Покуда с нищенкой подругой, tant que, avec ton ami IE, mendiante. Mais нищенка, mendiante, et еще encore. Avec ton ami mendiante, ты наслаждаешься величием равнин. Tu prends plaisir à la grandeur des plaines. Parce qu'à Voronezh, il y a 5000 kilomètres de plaines. Ты наслаждаешься величием равнин и мглой, et tu prends plaisir aux ténèbres, и холодом, и au froid, и вьюгой, и à la tempête de neige. В роскошной бедности, dans ta somptueuse pauvreté, в могучей нищете, dans ta puissante mendicité, je vis, vie, impératif du verbe vivre, спокоен, tranquille, и утешен, et consolé. Что-то, je vis спокоен, утешен. Благословенны дни и ночи те, ces jours et ces nuits sont bénis. И сладкогласный труд безгрешен, et le travail de la douce sonorité est sans péché. Le travail de la douce sonorité, c'est une autre citation. C'est la façon dont, dans la traduction russe de l'Odyssée, on parle, Démodocos parle de l'Odyssée, de son récit. Et le travail de la douce sonorité est sans péché. Несчастен тот, malheureux est celui, кого как тень его, qui, comme son ombre, пугает лай, est effrayé par l'aboiement d'un chien. И ветер косит, et qui est fauché par le vent. И беден тот, et pauvre est celui, кто сам полуживой, qui lui-même à moitié vivant, on dit en russe à moitié vivant comme on dit en français à moitié mort, кто сам полуживой, у тени милостыни просит, demande l'aumône à une ombre. Mais ça, c'est le portrait du maître. Ah oui, effectivement, c'est saisissant. Et vous comprenez, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si en fait, je pense que ce poème, Nadejda Mandelstam, donc l'épouse de Mandelstam, Nadejda Mandelstam, il n'y a quasiment pas de manuscrit de Mandelstam. Parce que c'était dangereux. Les manuscrits brûlent. Vous savez, il y a ce passage, les manuscrits ne brûlent pas. Mais si, on les brûle soi-même. Ce qui est le cas aussi dans Maître et Marguerite aussi. Mais bien sûr. Et c'est ce que Bulgakov a fait. Et c'est ce que Bulgakov a fait plusieurs fois. Nadejda Mandelstam a appris par cœur l'œuvre complète de son mari. Par cœur, avec toutes les variantes. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes inextricables quand on découvre par hasard une autre version. Enfin bon. Voilà. Et donc elle est venue à Moscou. Et sans doute elle a dit ce poème. Et moi c'est ça qui pour nous, ce qui compte dans notre version, c'est qu'on entend d'une façon ou d'une autre ça derrière. Parce que ce poème de Mandelstam, je peux vous le dire comme ça, mais je ne peux pas le traduire. Mais il a inventé un genre. Oui, quand même. Il a inventé comment dire, la traduction performance. Oui, c'est ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. La découverte intérieure du poème russe, ou breton d'ailleurs. Parce qu'il fait ça avec les chansons bretonnes également. Dans tous les dialectes. Ça demain. Donc c'est... en fait, vous ne l'avez pas lu, le poème de Mandelstam, mais en fait, vous avez l'impression que vous l'avez lu de l'intérieur. Donc c'est plutôt que de faire de mauvaises traductions par écrit, il adore faire le partage par l'oral. Mais c'est quand même très russe, ça, effectivement. Parce qu'il y a quand même aussi,
quand on lit le Soleil d'Alexandre, même, moi j'imagine, même sur les générations après, Pouchkine parlait français couramment. Donc les Russes traduisent de l'allemand, du français, même de l'anglais très facilement, beaucoup plus, et ils ont cette facilité d'intégrer tout ça, de s'accaparer. Hein. J'avais noté une citation justement de Mandelstam. Dans les lettres sur la poésie russe, il compare les poètes symbolistes, alors donc là, sur la génération de fin du 19e, tout début du 20e, à des constructions architecturales. Et en fait, si on prolonge un peu cette idée-là, peut-être qu'on peut dire que la littérature russe, c'est une grande maison où on discute d'une pièce à l'autre sans arrêt. Quoi. Alors, sur la maison. Bah, c'est le grand thème du Maître et Maître et Marguerite. Marguerite. La maison. C'est l'un des personnages, c'est précisément... C'est pour ça que nous, on a traduit les noms, parce qu'ils sont significatifs. Donc, pièce d'omni, donc sans maison, sans logis. On pouvait traduire de plusieurs manières. Et on a décidé de garder le pseudonyme de celui qui n'a pas de maison précisément. Voilà. Et la recherche de la maison, c'est-à-dire de l'endroit où on échappe à la dictature, c'est le grand thème du Soleil d'Alexandre et c'est le grand thème du Maître et Marguerite aussi. La littérature russe, depuis Pouchkine, est construite sur une opposition entre la maison et l'histoire. La maison et le pouvoir. L'histoire, le pouvoir, peut être grandiose, peut être monstrueux. De toute façon, ce n'est pas que c'est inhumain. Ça ne prend pas en compte l'homme. Et il n'y a pas de dimension de l'être humain dans l'histoire. C'est que, pour la gloire ou pas pour la gloire, des massacres. Face à ça, Pouchkine dit, il y a la maison, c'est-à-dire l'espace privé. Et c'est Pouchkine qui a montré le premier qu'il y a en russe, dans la langue russe, deux mots pour dire la liberté. Il y a svaboda, qui est la liberté politique, et qui n'existe pas, et qui n'a jamais existé. Et il y a une autre forme de liberté qui est volia, qui est la liberté intérieure, et qui est liée à la volonté, et qui, elle, est absolument imprescriptible. Et le Maître et Marguerite, et Pouchkine meurt en duel au moment où il comprend qu'il n'a plus de maison dans sa maison. Et c'est le sujet du Maître et Marguerite. Le diable revient dans une ville dans laquelle il n'y a plus de maison parce qu'il n'y a plus que des appartements communautaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espace pour l'être humain pour ne pas appartenir à l'histoire. C'est-à-dire pour être humain. Et c'est aussi une autre raison pour lesquelles je pense que c'est pour nous très important de traduire, parce que moi ma grand-mère, ma grand-tante, naturellement comme tout le monde en Union soviétique, on sait ce que c'est qu'un appartement communautaire. C'est-à-dire où vous n'avez jamais d'intimité. Jamais. Et le Maître et Marguerite parle de ça. Comment est-ce qu'on peut être humain quand il n'y a plus de maison? C'est dans la dernière partie, c'est effectivement la rédemption, elle se joue là-dedans, parce qu'ils se retrouvent, et Marguerite et le Maître, dans cette maison qui n'est plus la maison communautaire. Voilà, exactement. Il y a une autre opposition, quand même aussi, qui est très forte dans le roman, peut-être qui est liée aussi avec Pouchkine, mais c'est la mise en scène de Moscou et la mise en scène de la façon dont Moscou est mis en scène contre Saint-Pétersbourg. Il y a une véritable opposition entre les deux villes. Voilà, c'est le Maître et Marguerite est le roman de Moscou, mais qui est aussi le roman de l'anti-Pétersbourg. C'est un sujet très cruel. Parce que monsieur est de Pétersbourg et pas de Moscou.
Et Raison pour néanmoins, laquelle il a traduit tous les auteurs de Pétersbourg. et pas Sauf de Tchekhov. Moscou. Et pas. Oui, j'ai pour Avec aussi- moi. Mais oui. Parce que comment dire, la moscovite entre nous, c'est Françoise. J'assume complètement. Mais Moscou est vu dans la littérature russe comme un des lieux. Pétersbourg est une ville droite, rectiligne, construite, enfin, en quelque sorte, du début à la fin. Moscou est vu comme une ville vivante, qui a une histoire, qui un peu imprévisible. Et Bulgakov écrit au moment où Moscou est rasé par Staline, tout le vieux centre, pour faire des immenses avenues. Des avenues immenses, faites pour une raison, c'est qu'on ne puisse pas y faire des barricades. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en 1917, il y a eu des combats très violents pour imposer le octobre. Et Staline a dit ça, il n'y aura plus. Et il n'y a jamais eu de paix. Et donc Staline aurait, en quelque sorte, Léningradise Moscou. Disons ça comme ça. Alors, il faut aussi qu'on parle d'un autre très grand thème du livre, c'est le rapport au théâtre. C'est toute la théâtralisation qu'il y a à l'œuvre, parce que il y a cette grande scène de magie qui est dans le théâtre. Il y a les références systématiques au Faust de Goethe. Hein, cette présence-là, et même la scène de bal, on peut aussi imaginer que c'est aussi une scène de théâtre de Grande Guignol. Et puis, quand même, le théâtre, c'était la grande affaire de Bulgakov aussi. Parce que, alors, dans la postérité qu'il avait, il était surtout dramaturge. Il a commencé en 1920, quand il a décidé qu'il ne serait plus médecin, mais qu'il allait devenir écrivain, professionnellement, si on veut. Il a commencé par s'inscrire dans ce qui après il a décrit dans Le Maître et Marguerite sous le nom de Massolite, donc l'association des écrivains, et il s'est inscrit dans la section littérature, la section théâtre. Puis il a commencé par écrire La Garde Blanche, un roman, et il l'a immédiatement adapté pour le théâtre. Je pense que si notre traduction a quelque chose de particulier, c'est que précisément on a traduit un texte qui aurait pu et qui aurait dû être transposé au théâtre. Bulgakov l'aurait fait s'il en avait eu la moindre chance. Mais là, c'est sûr que c'est un style d'auteur de théâtre. Bon, il a écrit beaucoup de pièces, mais à chaque fois, elles étaient interdites. Il n'empêche que la transformation du roman La Garde Blanche dans la pièce Les Jours des Tourbines, ça a été un triomphe. D'ailleurs, à chaque fois, ces pièces étaient un triomphe. Il écrit à Staline que ça a été représenté près de 300 fois. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était interdit. Voilà. Interdit tout de suite après. Sa pièce sur Molière a été un triomphe et interdit presque aussitôt après. Donc là, sa première pièce issue d'un roman, ça a été une pièce qui connaît un succès incroyable et qui est interdite et qui connaît un tel succès que le metteur en scène et même Lunacharsky interviennent en disant c'est pas possible, que Staline va la voir, je sais pas combien de fois il l'a vue. 15 ou 16 fois, je crois. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il est revenu le voir et
a dit que c'était une pièce absolument insupportable, dangereuse, que c'était bon pour la corbeille à papier. Mais il venait quand même la voir. Mais que, voilà, il savait très bien que c'était une pièce anti-bolchevique, c'est clair, mais bon, il a essayé de rattraper la situation en disant oui, elle est très très bien quand même cette pièce parce qu'elle montre que les bolcheviks ont toujours raison. Voilà. Même si c'est une pièce anti-bolchevique, elle montre que voilà. Bon. Donc c'est sûr que Le Maître et Marguerite, c'est un roman de dramaturge. Raison pour laquelle aussi on a pensé qu'on ne pouvait pas faire comme les autres traducteurs, c'est-à-dire laisser les noms et mettre une note de bas de page. Nous, on a fait le contraire. On a transposé les noms avec les blagues à l'intérieur, tradition de Gogol, et on a mis d'où ça venait, et on a mis les explications en note de bas de page. Parce qu'on s'est dit, si on le fait jouer au théâtre, on ne pourra pas mettre des panneaux avec les acteurs en disant ça veut dire ci, ça veut dire ça. Donc on a passé, voilà, en fait, on a refait l'itinéraire de Bulgakov et on a trouvé des noms Je disais, sarcastiques. je disais que, par exemple, un des écrivains, une des écrivaines tout à fait monstrueuse de l'Union des écrivains s'appelait Neplimenova. Et donc ça veut dire Neplimen, ça veut dire absolument. Et bon, Françoise, je dis ça. Neplimen, absolument. Et le lendemain matin, Françoise me dit, elle va s'appeler Tikou Prapatova. Ou bien un type qui s'appelle Ababkov. Babke, hein, c'est le pèse, quoi, l'argent, quoi, en argot. Donc Frikov, tout simplement, et ainsi de suite, ou bien une autre qui s'appelle Bobardinkova, parce qu'elle vous raconte toutes sortes de vérités. Alors on était persuadés que tout le monde allait nous tomber dessus, parce que la première fois c'était une pièce de Gogol, Le Mariage, qui avait été demandée par le TNB. Et donc, bon, j'avais relu et j'avais dit, mais bon, si c'est des noms qui sont rigolos, il faut que ça soit rigolo. Donc, si c'est en russe, personne ne comprend ce que ça veut dire, ça n'a rien de drôle. Parce que dans Le Mariage, il y en avait un, c'est la malédiction des noms. Donc, elle ne veut pas se marier parce qu'elle dit, je ne vais quand même pas m'appeler Omelette, quoi. Il s'appelle Yeishnitsa. Il est très bien, il est gros comme il faut, mais il s'appelle Yeishnitsa. On ne peut pas s'appeler avec quelqu'un qui s'appelle Omelette, c'est pas possible. Bon, alors on avait tout transposé Gogol, enfin nous ça nous avait beaucoup amusé. Et alors à la sortie, c'était le pauvre André, il était entrepris par tout ça, il disait mais pourquoi vous avez changé les noms, mais enfin ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là... Et le pire, dans Le Mariage, il y en a un qui s'appelle Durka. Un trou, quoi, petit trou. Alors, il fallait... Parce que c'est moi qui avais la charge de cette transposition. Et donc, ça me plaisait beaucoup, j'adore ça. Je trouve 50 noms d'un seul coup, donc après, il y a que l'embarras du choix. Et donc là, il s'agissait de trouver quelqu'un... Rien, quoi. Rien du tout, mais avec une sonorité russe. Ah ben, vous pouvez trouver aussi. Pas Bézef. Alors là, sur Bulgakov, on s'est beaucoup amusé. Et après, on a demandé à la maman d'André, bien sûr, ce qu'elle en pensait. Elle a dit « Oh non, arrêtez, tout le monde va encore vous tomber dessus. Non, faut surtout pas faire ça. » Et puis après, on s'est consulté. On a dit « de toute façon, comme tout le monde nous tombe dessus, c'est pas grave. On est habitués, puis ça nous touche pas trop. Donc, nous, on trouve que ça nous amuse, donc ça va sûrement amuser les gens. » Et puis, c'est ce qu'on a fait avec Le Maître et Marguerite aussi. Et là, tous les critiques ont trouvé que c'était très très bien. Donc c'est bien. Ben, ça s'intègre parfaitement. Enfin, on nous a pas fait savoir que c'était pas bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a quand même une dimension de truculence et baroque dans le foisonnement qu'on ne peut pas ignorer. Je veux dire, le Maître et Marguerite est vraiment tout le temps dans cette espèce de jeu.
permanent de va-et-vient entre le Moscou populaire, le Moscou avec des écrivains qui se baladent tout nus. Et un. oui, bon, Un. oui, c'est vrai. Pas des, un. Et encore involontairement, parce qu'il est allé bizarrement chercher Satan dans la Moscova. Mais il ne l'a pas trouvé. Mais il ne l'a pas trouvé non plus dans la salle de bain d'un appartement communautaire. Il a trouvé dedans une dame qui se baignait, mais ce n'était pas du tout Satan. Et ce côté, voilà, il y a ce côté outrageant aussi. Qui est, Il y a le côté pied de nez. Hein. Quand même un sacré pied de nez à Staline. Quoi. et- Donc, parce que- nous, ça nous a beaucoup plu. Et puis, voilà. Mais en fait, il y a trop... Il fallait respecter ça aussi. De même qu'on respectait apparemment les fautes de style, les répétitions. Donc, on considérait que soit c'était un roman qu'il n'avait pas vraiment terminé, soit c'était vraiment, et c'était ça notre hypothèse, c'était un choix stylistique et qu'on n'avait pas à revenir dessus. Et de même, quand il y avait des blagues, quand il y avait des excès, mais enfin tout le baroque, on n'avait pas envie on avait envie de le faire passer. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, il y a trois langues, il y a trois romans dans Le Maître et Marguerite. Il y a le roman de Moscou, Le diable qui arrive à Moscou, et c'est une langue, ou plutôt des dizaines de langues à l'intérieur d'une langue. Ça, c'est une langue sarcastique, satirique, disons. Il y a d'autre part le roman du Maître, donc la vie de Jésus. Et c'est totalement autre chose. Et c'est une langue d'une ampleur lyrique extraordinaire, qui n'a rien à voir. Sauf que le mot repos, il revient tout le temps. Mais ça, et puis, il y a la langue de l'amour, la langue du roman, de l'histoire d'amour entre le Maître et Marguerite. Et c'est encore une autre langue, la langue de Marguerite. Et l'essentiel pour nous, et c'est là que Françoise a été... elle est en général très bien, mais vraiment. Et là, non, mais c'est-à-dire la façon dont on a trouvé en français trois langues. Vraiment. Et ça, Françoise faisait très, très, très attention à interroger ces écarts. Parce que ces trois langues se comprennent que par les écarts de l'une à l'autre. Mais on parle tout le temps et il y a ce qu'il y a... Oui, mais juste une dernière. Bulgakov le sait, parce que dans la critique, dans la satire qu'il fait, il le sait que c'est impubliable, lui, de toute façon. Il n'y a pas de doute chez lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire du Maître qui brûle son manuscrit, de Marguerite qui le sauve, c'est l'histoire de Bulgakov sauvé par sa femme, et c'est l'histoire de Mandelstam dont l'œuvre est sauvée par sa femme aussi. Donc c'est aussi pour nous, il y avait aussi une volonté de poursuivre cette espèce de miracle quand même assumé par des femmes et tenu jusqu'au bout. Je veux dire, mis en scène par Bulgakov et réalisé contre vents et marées et contre, finalement, tout espoir raisonnable. Il faut dire que l'œuvre de Mandelstam a été sauvée, c'était, on peut dire, miraculeux, et celle de Bulgakov également. Demain, on parlera de l'œuvre de Daniel Harms qu'on a publiée chez Mesure, et est arrivée une histoire semblable. Enfin, on en parlera demain de ça. Puis d'Ilias aussi, parce que... Ilias aussi, mais bien sûr. On poursuit, Ilias aussi. dont la femme a sauvé l'œuvre. Mais bien sûr. Donc, en fait, on poursuit l'œuvre de ces femmes, en somme. Et il y a ce procédé aussi très théâtral qu'il applique dans cette triple histoire qu'on retrouve, ça on en avait un peu parlé, qu'on retrouve dans La Tempête de Shakespeare, dans l'illusion comique de Corneille. Oui. C'est en ça qu'il y a aussi profondément le théâtre, bien sûr. Mais bien sûr. Mais allez, parce qu'il y a des questions. Oui, Jetez-vous à l'eau.
Et puis sinon, parce que nous, il faut qu'on signe les livres. Je veux dire, c'est quand même ça qui compte dans la vie. Que les livres, que vous repartiez avec les livres. Parce que c'est bien de parler, mais quand même de lire, c'est mieux. Alors, je vais répondre à la première question sur le texte russe, et Françoise répondra sans doute sur le deuxième. Mais sur le texte russe, c'est tout simple. Hein. En fait, il n'y a pas d'édition académique du texte russe. Il y a plusieurs éditions, et c'est une usine à gaz. Parce que Bulgakov est mort avant d'avoir établi le texte définitif. Et donc, des fois, il y a des variantes, des fois, il y a des... Donc moi, je suis parti d'une édition, enfin, bon, qu'on considère comme la plus sérieuse en 5 volumes, des œuvres soi-disant complètes, qui ne sont pas complètes, enfin bon, etc., en vérifiant à chaque fois dans toutes sortes d'autres éditions. Voilà. Mais l'édition académique, par exemple, comme il y a une édition académique pour Tchekhov, pour Bulgakov, elle n'est pas encore faite au moment où je parle. Voilà. Et pour les traductions? Pour les traductions antérieures, on a au moins, enfin, on a des méthodes de traduction en plus complètement opposées, André et moi, mais peu importe. Pour Tchekhov, en tout cas, par exemple, ou d'ailleurs pour tous les auteurs, on a quand même quelque chose de commun, c'est que on se lance dans le texte et on ne sait rien. D'abord, on essaie, si on connaît déjà la pièce, par exemple, on essaie d'oublier qu'on la connaît déjà. On commence avec le premier mot. Pour Tchekhov, c'est donc André qui fait comme le russe est sa langue maternelle et que sa grand-mère avait exactement la langue de Tchekhov. En fait, il traduit comme si il entendait une conversation et qu'il il trouve pas les mots exacts, donc il les met en note de bas de page. Ça veut dire ça, mais ça veut dire ça aussi. Et surtout avec Tchekhov, ce qui est important, c'est il dit ça, mais en fait, ça dit le contraire. Ça n'a pas l'air simple, et c'est vrai que c'est pas très simple. Il n'empêche que c'est très drôle. Et donc, on avance à l'aveuglette, et on a appris avec Tchekhov qu'il faut surtout, quand on commence à trouver un problème, on ne le résout jamais. On avance, et puis on met en russe tout ce qu'on n'a pas trouvé. Ou on met partout des dollars, d'ailleurs, parce que c'est un signe qui se met facilement. Et ensuite, on ne résout pas les problèmes. Et au fur et à mesure, il y en a certains qui se résolvent. Et sinon, après, on regarde les occurrences en Finder. Et on regarde quels mots on va garder dans toutes les occurrences qui reviennent pour précisément respecter la structure mise en place par l'auteur. Voilà. Donc, dans le cas de Bulgakov, et alors après, dans le cas de Tchekhov ou d'autres auteurs d'ailleurs, j'ai un rôle essentiel qui est qu'une fois qu'on a remis au metteur en scène notre brouillon et qu'on a commencé à écouter ce qu'il a à dire, en tenant compte ou pas, enfin en interrogeant, à ce moment-là, moi j'interviens et je prends toutes les traductions existantes et je compare. Et je pose des questions. Mais parfois, on tombe aussi sur un metteur en scène comme Alain Françon, qui a déjà mis toutes les traductions existantes en colonne, réplique à réplique, et qui nous dit pourquoi vous avez mis ça. Donc ça simplifie beaucoup le travail. Pour Bulgakov, je suis arrivée sur la phase où André avançait de toute façon pour avoir la compréhension intérieure des sous-entendus, des implications, etc. Et donc après, c'est moi qui ai interrogé à partir de... Alors, la traduction de Claude Ligny, c'est une traduction pionnière qui a été faite à partir de la première édition soviétique. Et, tronquée, oui, mais après, cette traduction a été reparue avec une autre traductrice qui a complété. C'était pas... Enfin...
à l'aveuglette. Donc, il s'agissait de poser des questions. Pourquoi ça et pas ça? Et puis, là, dans le cas de Bulgakov, on a une traductrice qui, elle, a fait un travail extraordinaire. Qui a traduit Bulgakov avec beaucoup de notes, beaucoup d'érudition. Et pour la Pléiade, traduction introuvable actuellement. Et donc, Françoise une Flamand. universitaire qui a sa version du texte. Si André avait su qu'elle avait déjà fait cette traduction, sans doute il ne se serait pas lancé dans la traduction, parce que c'était largement suffisant. Il n'empêche que on n'a pas du tout fait la même traduction, parce que, encore une fois, nous, on faisait un travail on voulait transposer le travail Du théâtre. Et puis les blagues à l'intérieur, on travaillait. En fait, on est habitué à travailler beaucoup au théâtre, et on sait très bien que quand un effet est manqué dans la seconde, ça va tomber à plat. Enfin, exemple. Le fait de traduire le début, enfin c'est juste un petit exemple, hein. Mais le fait des deux personnages qui se rencontrent au début et qui se disent on a soif, il fait chaud, il faut qu'on va s'acheter du soda, on va s'acheter je sais pas comment les autres ont traduit, du soda abricot ou enfin j'ai plus le souvenir, mais quand on est allé qu'on a connu un peu la fin de la Russie soviétique, on sait à quoi ça fait allusion, et c'est clair que c'est du Bulgakov à l'état pur. Donc, après l'avoir bu, ils sont malades. C'est normal. Donc, ils ont un hockey terrible. Ils ont le hockey, c'est normal. Donc, si on traduit du soda abricot, pour nous, je sais pas, c'est assez sympa finalement. Ça n'a pas de conséquences, en tout cas immédiates. Et la limonade, c'est pareil. Donc là, c'est là qu'il faut se creuser un peu la tête pour que le lecteur comprenne tout de suite à quel point c'est atroce. Donc là, j'ai trouvé la gazeuse abricot. Je pense que c'est quand même... C'est pas appétissant, quoi. Tiède. Oui, tiède. Bah oui, la gazeuse abricot, tiède. C'est toute l'URSS. Microscopique détail, mais si on le manque, c'est plus la même chose, quoi. Donc voilà, la différence pour la traduction, c'est ça, quoi. Mais on n'est pas dans le cas de Bulgakov, on n'est pas du tout dans le cas de Tchekhov, où Tchekhov est un auteur c'est un auteur qui a été acheté par un traducteur. Ça arrive assez souvent, un traducteur qui achète l'exclusivité. Donc pendant 50 ans à l'époque, 70 ans maintenant, il n'y a que lui qui va avoir le droit il n'y a que ses pièces, ses traductions vont être jouées. Et moi, j'ai jamais demandé l'exclusivité pour quoi que ce soit. Plus on est de fous, plus on rit, hein. Donc un auteur qui est bloqué comme ça par un traducteur, c'est assez fatal généralement. Et donc ça a été le cas de Tchekhov. Après, ça a été Elsa Triolet, donc une traductrice qui était certainement aidée par Aragon, parce qu'il y a des très bonnes trouvailles, mais c'est quand même très daté, quoi. Non, c'est pas que c'est très daté, c'est que Tchekhov a été sauvé parce que Elsa Triolet l'a traduit et que les soviétiques ont pu faire penser que Tchekhov prévoyait la révolution et que donc... c'est sûr, Elsa Triolet, quand il y a des Elsa Triolet a fait entrer Tchekhov au Parti communiste, ce qui est bon. Oui, c'est une vision, mais c'est une bonne traduction, Elsa Triolet. mais elle était formidable comme traductrice, Elsa Triolet. Enfin, pas toujours. Enfin, je veux dire, avec Aragon. Souvent, c'est très très lourd, quoi. C'est ça le problème. Et surtout, mais peu importe.
Dans le cas de Tchekhov, on n'a pas du tout traduit les mêmes choses que les autres traducteurs. D'ailleurs, on n'a pas traduit les mêmes pièces parce qu'on est revenu au manuscrit de censure. Mais dans le cas de Bulgakov, il y avait une traduction qui était tout à fait satisfaisante et c'était vraiment pas un texte à retraduire. On s'est lancé dans cette expérience et je pense que c'était bien parce que, encore une fois, plus il y a de traductions, mieux c'est. On n'avait pas du tout la même vision que Françoise Flamand, et qui était une très bonne traductrice et qui a fait un travail extraordinaire. C'est pas le même usage de lecture, en définitive. Oui, oui. C'est pas la même lecture. Oui, c'est ça. Mais On n'y retrouve pas. Il y a aussi, On cherche, mais c'est très important. C'est-à-dire que ça paraît aux éditions Incultes. Les éditions Incultes ont commencé, même si moi, je publie aux éditions Incultes d'une façon par la bande un peu étrange, mais c'est une maison d'édition remarquable de romans contemporains, de romans d'avant-garde, de romans de recherche. Et Incultes tient éminemment, et combien a raison, de publier ça. C'est pour ça que quand ils voulaient publier mes notes sur Facebook, comme d'autres éditeurs voulaient. Mais moi, en même temps, j'avais fait un bouquin qui s'appelle Ombre de Chine, qui est donc 200 ans de poésie chinoise du 8e siècle, enfin du 8e au 9e siècle. Et j'avais traduit ça, et moi, je voulais qu'on publie les deux. Et il y avait plein d'éditeurs voulaient publier mes notes sur Facebook, mais pas mes poètes chinois. Et Inculte a dit, mais si, on considère ça comme un roman contemporain. Et j'ai été très touché par ça. Parce que, et c'est une des choses fondamentales aussi pour nous, c'est-à-dire nous sommes contemporains. On fait de la littérature contemporaine quand on traduit, vu qu'on traduit maintenant. Et que la traduction est aussi, et c'est très important pour nous, mais ça on en parlera sans doute demain, une façon de travailler sur la langue française. Et de faire entendre dans la langue française des intonations que la littérature française ne connaît pas, pour la raison toute bête, qu'à l'origine elles ne sont pas françaises. La traduction, c'est aussi ça, faire entendre dans notre propre langue des voix non prévues. Disons ça comme ça. J'avais même pensé à vous poser la question, parce que vous l'abordez un petit peu, mais de vous demander si vous ne traduisiez pas du russe pour parfaire le français, votre connaissance du français, finalement. Parce que quand on voit ce que vous... Pour ceux qui ne savent pas, la traduction d'Eugène Onegin, c'est quelque chose d'incroyablement... c'est une expérience à lire assez incroyable. Eugène Onegin est écrit, ce sont des tétramètres iambiques, donc qui correspondent à quelque chose. Il invente la forme, je crois, Pouchkine, je vous dis. Le tétramètre iambique, c'est une forme de vers extrêmement particulière, avec 4 temps, qu'en France, la versification ne connaît pas. En France, on est sur des pieds, sur des syllabes. Et André se retrouve avec cette problématique-là. Comment restituer du tétramètre iambique pour qu'on puisse encore retrouver en français le rythme du tétramètre iambique. Et donc, il trouve la solution de traduire Eugène Onegin en octosyllabes. Мой дядя из самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, какое низкое коварство полуживого забавлять ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Mon oncle, un homme de morale, quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant à tendre au chevet d'un mourant. C'est une ignominie perfide qu'un presque mort, un presque mort, je ne sais plus comment, lui a rangé ses oreillers, compter les gouttes, l'air languide, et soupirant, penser tout bas, Satan ne te prendra-t-il pas? Finalement, c'est beaucoup plus le français que vous avez travaillé que le russe. Évidemment. Alors, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis l'âge de 16 ans,
André ne rêvait que de traduire Eugène Onégine. Hélas, il sentait qu'il n'y arrivait pas. Et à chaque fois qu'il en faisait des petits morceaux, je lui disais, c'est quand même pas ça. Ce qui le mettait dans un état dépressif profond. Et pourtant, grâce à un voyage pour aller voir Ivanov à Marseille, son TGV, trajet très très long et très ennuyeux, dans la chaleur, il se récitait Eugène Onégine. Passe-temps habituel. Chez nous. Sa maman, c'est les 6000 vers d'Eugène Onégine par cœur. Nous avons fait des spectacles, elle, nous lisant, et elle disant. 6000 vers. Donc, pendant le blocus à Leningrad, où elle mourait de faim, elle se récitait Eugène Onégine parce qu'il y a des récits de pâté repas. de Strasbourg, de repas, et elle se nourrissait littéralement d'Eugène Onégine. Bon, elle avait 8 ans. Bref, c'est une histoire donc longue, et pendant ce trajet qui lui aussi était très long, il se récitait donc Eugène Onégine, et à un certain moment, il s'est récité Eugène Onégine, non pas en russe, mais en français. Vous venez de l'entendre. Alors je lui ai dit, ah, c'est formidable. Donc, c'était Non, vous peut-être... m'avez pas dit c'est formidable. J'ai dit, c'est bien. Oui. Si j'avais dit c'est formidable, je lui aurais coupé son élan. Alors, ébloui, il a continué. Il est arrivé aussi, il faut dire, quelques mois plus tard, comme pour Le Maître et Marguerite, Ça s'est soudain, coupé, ouais. blocage. Et ça a pris 2 ans plus tard. Il ne pouvait pas passer le cap du duel. Non, c'est vrai en plus. Trop cruel. Et En donc, plus, c'est vrai, j'ai mis Oui, 2 c'est ans à traduire une strophe sur la mort de Lenski. pouvait pas. Soudain, un petit sursaut de cruauté lui a repris. Et il a franchi le cap. Et du coup, il a traduit Eugène Onégine. Alors, les traducteurs français traduisent Eugène Onégine en prose, ce qui est une hérésie totale. C'est la méthode française. Et donc, il avait traduit Eugène Onégine, mais un éditeur prendrait-il cette traduction en vers ? La chose s'est faite. Nouveau miracle. Après quoi, il a déclaré « Ça y est, ma carrière est terminée, j'arrête de traduire. » C'était son bâton de maréchal. Et il a néanmoins continué, avec Le Soleil d'Alexandre, tout le tour de Eugène Onégine. Et ensuite, avec Le Maître et Marguerite, nouvelle apothéose et nouveau bâton de maréchal. Maintenant, il a fini sa carrière. Raison pour laquelle Adieu. nous éditons Mesure, donc tous les auteurs absolument inconnus, sauvés par des moyens divers. Demain, vous verrez. Vous verrez demain. Vous connaissez La pas suite. Iliasde Non, personne ou ne Daniel Harms personne ou Léonid Andreev. Bon, Tsvetaev, vous connaissez un petit peu, mais bon, bref. Mais voilà. Ah, bah alors. Ah oui, voilà. Bah, de toute façon, j'ai fait beaucoup de spectacles. Je ne sais pas si c'était dans ma traduction, mais enfin, j'ai fait plein de spectacles sur la traduction de Daniel Harms. Je traduis Harms depuis 30 ans. Et donc là, bon, mais c'est. Bon, mais on passe à la dédicace alors. Ben, si. Ah, mais vous verrez, les textes de Harms, ben, non, mais sans blague. C'est un complément du Maître et Marguerite. Extraordinaire, ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous connaissez l'histoire, vous la connaissez, l'histoire que raconte Etkin, Efim Etkin, la traductrice. Bien sûr. Cette Mais femme qui se retrouve enfermée en prison. Mais moi j'ai vu les manuscrits de ça. Ah oui, Bien sûr. une femme. Alors c'est dans C'est-à-dire, quelle époque ça? c'était une Tatiana Gnedic s'est fait arrêter à l'isolement. Et comment elle tenait? Elle
récitait le Don Juan de Byron. 20 000 vers. Du début à la fin en anglais, et petit à petit, elle l'a traduit oralement. Le premier chant. Et puis, elle est tombée sur un de ses commissaires qui, en fait, l'a considéré comme un être humain et qui lui a dit « Est-ce que vous voudriez quelque chose ?» Et alors, elle lui a dit « Donnez-moi du papier ». Et il lui a donné une feuille de papier. Et moi, et ce papier, et Phil Metkin, qui était mon maître, l'avait chez lui. Et je l'ai vu. C'est sur une feuille, en lettres qui ne se font pas 1 millimètre, tout le premier chant du Don Juan de Byron, qu'elle a écrit. C'est une feuille. En fait, ce n'était pas une feuille de papier, c'était une feuille, vous savez, de papier pelure, qui servait, vous savez, à faire les doubles sur les machines à écrire. Sur les stencils, enfin, voilà. Et voilà. Mais ça aussi, j'ai eu, bon, ça, c'est des heures à raconter. Etkind, voilà. Voilà, c'était mon maître. Après, c'est quelqu'un avec lequel je me suis fondamentalement brouillé, pour des raisons gravissimes, de vie ou de mort. Et je me suis brouillé avec lui vous étiez témoin de ça. C'était un tyran. Oui, c'est vrai. Et à partir d'un certain moment, j'ai senti que soit je ne le voyais plus, soit... Voilà. Et c'était très complexe, très difficile. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais un maître abusif. Certes. Il a eu raison de se révolter. Enfin, de s'enfuir. De quitter. Et en fait, il a eu... Mais il n'empêche que l'école de traduction qu'il avait fondée et qui reposait sur des principes absolument, je veux dire, de bon sens, de respect de la forme, que si on traduit un poème qui est écrit en décasyllabes ou dans une forme fixe avec un certain nombre de règles, il faut absolument, soit on ne le traduit pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, soit on le fait en respectant la forme et en essayant de respecter la structure et ça ne permet... Enfin, je veux dire, c'est la méthode d'André, c'est la méthode que j'adopte aussi. Alors, ça fait hurler tout le monde en France. Il n'empêche que c'est absolument faux de dire que respecter la forme, ça empêche de respecter le sens. C'est pas vrai. C'est au contraire, ça oblige à réfléchir beaucoup plus, à avoir beaucoup plus d'imagination, à développer les registres. On a traduit Shakespeare comme ça. Sauf qu'il faut savoir le faire et que ça demande du temps. Ça demande la vie. Oui, ça demande un apprentissage. C'est comme tout. Si tu considères ça comme un métier ou comme un, je sais pas, ou comme un passe-temps, c'est pas la peine de le faire. Et quand Etkind, quand j'ai eu 16 ans, il m'a dit: est-ce que tu veux traduire Pouchkine avec moi? Et depuis ce jour-là, j'ai pas pris un jour de vacances de ma vie. Parce que ma vie, mon travail, ma passion, c'est la même chose. C'est ça. Et c'était... Alors après, bon, ça, il faudrait qu'on en parle d'une autre façon. Mais ce qui m'a appris à la base, c'était fondamental. Après, il s'est fâché avec 2 personnes. Joseph Brodsky, c'était aussi, enfin, une génération avant moi. Moi, je suis né en 60, Brodsky est en 40. Et Etkind était né en 1918. Et Brodsky a aussi beaucoup appris avec Etkind. Et après, ils se sont fâchés d'une façon très claire, comme moi. Mais bon, voilà.
Il y a encore autre chose, c'est que Etkind, mais peut-être juste pour finir, je peux dire ça comme ça, Etkind était lui-même donc, l'élève des grands formalistes russes, de Shklovsky, de Tynyanov, de Bakhtin, de tous ces immenses Germounsky, de tous ces immenses esprits qui ont radicalement changé l'approche de la littérature dans l'Europe, enfin dans le monde, sans lequel en fait, voilà, en travaillant, en mettant en valeur le fait que la littérature, c'est aussi une force de structure, de pensée, de construction. Et Etkind était leur élève. Et donc moi, j'ai appris ça, pas dans les livres, mais dans la conversation. C'est pour ça que je dis que c'était mon maître, parce que c'était une conversation comme ça. Et je vous jure, quand vous avez 16 ans, et qu'il arrive chez vous, et que d'abord il connaît par cœur toute la poésie russe, et que dit, oui, mais c'est vrai, Tynyanov, il disait ça comme ça, oui, mais Tomaszewski, il disait ça comme ça, et oui, mais moi, j'étais pas d'accord avec Goukovski. Et là, tu te sens, dans la banlieue où j'étais, appartenir à une espèce de monde. Le monde de l'intelligentsia russe, enfin voilà, qui est quand même, qui était aussi le monde de ma grand-mère, de ma grande-tante, qui était aussi, je pense, peut-être, j'essaie en gros d'être là aussi, et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on s'est rencontré avec Françoise, parce qu'elle comprenait ça tout de suite. Mais Etkind, c'était un tyran insupportable, mais c'était un héros. Pour Bulgakov, c'est pas sans intérêt et sans lien, parce que il a subi un procès, le procès Siniavski-Daniel. Siniavski s'est retrouvé en camp, lui aussi, en relégation. Il en a tiré un livre extraordinaire, d'ailleurs. Et Etkind a été victime de persécutions. Enfin, il y a de quoi rendre les gens mais vraiment fous. Donc le côté dictatorial, ça venait aussi de gens qui, comme Bulgakov, avaient subi des choses avec... comment ont-ils pu tenir jusqu'au bout? C'est ça la question qu'on se pose quand on connaît la vie de Bulgakov. Donc il a été... Etkind... c'est lui qui a sauvé Vie et Destin. Il a été rejeté d'Urs. Il est parti. Il s'est retrouvé donc à Paris, dans l'émigration. Et il véhiculait un monde. Et c'était une érudition, à mon avis, très rare sont les personnes en France qui peuvent avoir. À un moment, il avait servi des services de renseignement en allemand. Il était pendant la guerre, il parlait allemand avec une telle perfection qu'aucun espion ne pouvait relever le fait qu'il n'était pas allemand. Donc il avait une connaissance de toutes les langues d'Europe. Et puis voilà, c'était des personnes exceptionnelles, plus qu'exceptionnelles. Voilà. Donc aussi le fait de s'inscrire dans cette lignée, c'est le Maître et Marguerite, ça s'inscrit aussi dans cette forme de résistance et de foi dans la littérature. Dans la littérature. Donc peut-être le plus grand roman du XXe siècle russe. Il y a 2 romans, je pense, au XXe siècle en Russie. Il y a Le Maître et Marguerite et Vie et Destin. Le docteur Givec, ou quoi? Comment? Bon, bref. Oui, mais il y a Bieli aussi. Mais bon, non, mais voilà. Non, mais bon, allez. Demain matin, ce sera à 11h sur la poésie. Françoise, André, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.
Et merci à vous et merci à Ombre Blanche. It brings a tear. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Françoise Morvan et André Markovitch, traducteur du livre Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov aux éditions Inculte, enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 11 juin 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio. Since you've been gone, I guess I'll try.